Est-ce que ça va? Est-ce que vous connaissez des alternatives à cette question? Ça va? En forme? Comment ça va? J'en cherche depuis des années. Parce que je ne sais pas si, comme moi, des fois, je réponds ouais, ça va, alors que même quand ça ne va pas, je vais répondre ouais, ça va. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt depuis votre arrivée à Devoxx? Est-ce que c'est mieux comme question que ça va? Qu'est-ce qui a déclenché votre venue à cette conférence? Plus intéressant, a priori, que juste ça va. Je vous invite à poser l'une de ces deux questions à votre voisin de droite, et pour ceux qui n'ont pas de voisin de droite, à celui de derrière qui est au bout. Soit qu'est-ce qui a déclenché votre venue, donc vous vous tutoyez directement, qu'est-ce qui a déclenché ta venue à cette conférence? Ou qu'est-ce qui a suscité ton intérêt depuis ton arrivée à Devoxx? Je vous donne une minute pour échanger avec votre voisin le plus proche à droite ou votre voisin de derrière pour ceux qui sont qui sont au bout. Ok. Finissez votre phrase. Merci. Alors, il y a 2 mois, j'ai commencé un nouveau poste en tant que product manager. Vous pourrez finir après, continuer à échanger à partir de ces questions. Vous allez en avoir plein à tester. Il y a 2 mois, j'ai commencé un nouveau poste en tant que product manager dans une start-up montpelliéraine qui s'appelle Kinvent, qui propose 7 capteurs connectés à une même application mobile tablette pour des kinés, dont l'objectif est de mesurer la force, la pression, l'amplitude de mouvement, beaucoup dans du post-opératoire, mais aussi pour la performance de sportifs de haut niveau. Je suis arrivée sans vraiment de département de produit, donc je me suis forcément posé plein de questions. L'avantage, lorsque l'on arrive, c'est qu'on a le droit de poser toutes les questions, mais qu'on a aussi souvent une petite fenêtre pour poser toutes ces questions. Après, on est censé savoir. Et donc, autant poser les bonnes questions tout de suite. Et c'est ce que l'on va essayer de traiter dans cette conférence. Qu'est-ce qu'une bonne question? Alors, la littérature des questions, la littérature sur les questions dit qu'une bonne question, c'est une question ouverte. Donc, effectivement, j'essaie de poser et de me donner cette discipline de poser des questions ouvertes, mais je me rends compte aussi que quand je pose des questions trop ouvertes, les personnes en face de moi ne sont pas forcément en mesure de répondre. Je vais prendre un exemple qui vient de Tim Ferriss, que j'aime beaucoup, qui est un podcasteur que j'aime beaucoup pour ses questions, qui m'inspire depuis des années justement pour ses questions. Lui il prend l'exemple de la question « Quel est votre livre préféré ?» Qui, en 2-3 secondes, est capable de répondre à cette question? Quel est votre livre préféré? Ok, il y en a quelques-uns, très bien. Moi, personnellement, cette question, elle m'amène plein d'autres questions. Je me dis, mais quel type de livre? Un livre plutôt, un roman, de la science-fiction, un roman historique, un livre de développement personnel, un livre pro, technique, produit. Voilà, c'est trop ouvert pour moi, ce type de questions. Et donc Tim Ferriss propose, comme alternative, quel est le bouquin, quel est le livre que vous avez le plus offert ces 10 dernières années, par exemple? Plus facile a priori, puisqu'on associe un certain nombre de contextes ou de situations où on a offert peut-être 5 fois le même livre ces 10 dernières années à différentes personnes. Maintenant, projetons-nous dans le cadre d'un atelier, un travail où on veut lancer un nouveau jeu
pour la rééducation du genou. Et c'est le cas. Chez Kinvet, on est en train de lancer un nouveau jeu pour rééduquer en post-opératoire le genou à base de squat. On commence cet atelier, on est ensemble pour travailler, on commence cet atelier, et je vous demande, qu'attendez-vous de cet atelier? Question ouverte? Oui, question ouverte. Question trop ouverte? Oui, trop ouverte. Qu'est-ce qu'on risque d'avoir comme élément de réponse en soulevant cette question? Qu'attendez-vous de cet atelier? Des réponses? A priori assez générique, en tout cas de mon expérience. Souvent, ça va être, j'attends de la collaboration, du partage, de l'écoute. Si je vous pose maintenant la question, quelle intention souhaitez-vous donner à cet atelier? Question ouverte? Trop ouverte? Ouais, toujours trop ouverte. On va avoir le même type de réponse. Du partage, de la collaboration, de l'écoute. Maintenant, si je pose la question sous cette forme-là, quelle est la question que vous seriez déçu de ne pas avoir traitée en sortant de cet atelier? Question ouverte? Trop ouverte? C'est mieux. Pourquoi c'est mieux? C'est plus précis, effectivement. Ça fait appel à du ressenti, tout à fait. On est contraint d'y associer un objectif. Yes. Et il y a un autre élément qui est intéressant, et vous allez le voir dans plusieurs autres exemples que je vais vous donner après, c'est que je vous projette directement à la fin de cet atelier. Et indirectement, par cette question, je vous amène à, de la fin de l'atelier, regarder l'atelier qui s'est déroulé comme si c'était un succès, cet atelier. En vous demandant, tiens, quelles questions on s'est posées pour atteindre ce succès? La deuxième chose, j'aborde, poser des questions percutantes. Qu'est-ce que c'est que des questions percutantes? Alors là, on va s'imaginer poser des questions à des utilisateurs pour apprendre à les connaître, à mieux les comprendre. D'accord? Donc nous sommes à nouveau dans un atelier avec un groupe d'utilisateurs. Donc je reprends mon exemple Kinvet. Nos utilisateurs principaux, ce sont des kinés. D'accord? Donc on va considérer qu'on est dans un atelier de travail avec un groupe de kinés. Et on veut savoir quels sont leurs besoins pour savoir qu'est-ce que l'on veut développer en priorité dans les 6 prochains mois. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça percute? Eh bien, une chose que j'aime bien approcher, c'est les projeter à 1 an. Donc, projeter vos utilisateurs à 1 an, donc là en avril 2024. On les projette dans le futur, en leur disant en avril 2024, vous utilisez nos produits tous les jours. Maintenant, de avril 2024, regardez en arrière pour revenir à la date du jour. Qu'est-ce qui a fait que l'utilisation de mes produits ou de mon produit tous les jours a changé votre quotidien? Versus qu'est-ce qu'on devrait faire dans les prochains mois ou dans la prochaine année? Et là est toute la subtilité. Donc, la question à poser, quelle est-elle? Qu'est-ce que mon produit vous a depuis 1 an qui a changé votre Qu'est-ce que mon produit vous a apporté depuis 1 an qui a changé votre quotidien? Yes, bravo. Donc, le fait d'être dans une projection, ou pareil, vous regardez en arrière, fait que les utilisateurs vont voir toutes les problématiques auxquelles vous avez répondu en amenant vos produits. Donc, comment est-ce que vous leur avez fait gagner du temps? Comment vous leur avez fait gagner de l'énergie? Comment vous leur avez fait gagner potentiellement de l'argent? Comment est-ce que vous les avez amenés à satisfaire leurs patients? Et de tous ces de cette projection, vous allez avoir des éléments de fonctionnalité dans leur vocabulaire qui seront assez clairs pour vous. Vous allez vous dire, c'est ça qu'il faut développer. Versus la question que vous poseriez en début d'atelier à vos utilisateurs qui serait, qu'est-ce que mon produit devrait vous apporter? Qu'est-ce que mon produit devrait vous apporter? La plupart du temps, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, souvent, les utilisateurs ne connaissent pas les solutions. Ils savent parler de leurs problèmes, de certains de leurs besoins. Mais des solutions à ces problématiques, c'est dur pour eux de se projeter.
Donc, a priori, la deuxième marche mieux. Maintenant, posez des questions qui vous permettent de prioriser, de vous positionner. Donc, on parle de positionnement produit, de priorisation en termes de fonctionnalités ou de problématiques à adresser, ou de trouver un consensus plus rapidement. Alors, allons sur ce positionner. Comme on vient de le voir, a priori, la question « Quelle solution voulons-nous apporter ?» Pas facile. Maintenant, parmi ces deux questions, quelle est selon vous la meilleure des deux pour se prioriser ? Enfin, pour prioriser. Qui pense que c'est la question A? OK. Qui pense que c'est la question B? Yes. Donc c'est effectivement la question A, parce qu'on est plus précis. Donc plus vous êtes précis, on a parlé de précision là, quels sont les 3 problèmes à adresser, plus ce sera simple d'obtenir des réponses sur votre positionnement. Versus le par où commencer, où du coup on est sur une question qui est assez large. D'accord ? Alors il y a des personnes qui parviennent à répondre à des questions ouvertes, très ouvertes. Mais en tout cas, pour moi, la première marche mieux. Maintenant, toujours pour se positionner, parmi ces deux questions, quelle est selon vous celle qui va fonctionner le mieux? Qui pense que c'est la question A? De quel problème tomber amoureux ou amoureuse? Pas beaucoup. Qui pense que c'est la question B? Quel problème cette idée résout-elle? Yes. Eh bien, moi je dirais que les deux questions sont intéressantes. C'est un peu un piège. Mais elles ne sont pas forcément intéressantes au même moment. La première, elle peut être très intéressante lorsqu'on se lance dans le développement d'un produit et qu'on veut vraiment se positionner sur une première problématique qui, a priori, nous plaît vraiment. Et si on tombe amoureux de cette problématique, c'est qu'on va l'adresser du mieux possible. Là où, la deuxième question, quel problème cette idée résout-elle? Elle va nous aider, une fois qu'on est déjà lancé dans un développement produit, qu'il y a plein d'idées qui fourmillent, à ramener ces idées à des problématiques précises. Surtout lorsqu'on est dans des organisations comme la mienne, où les idées fourmillent tous les jours, il y en a plein, il y a toute une dimension R&D qu'on a envie de tester, on a envie d'apporter des solutions avant de répondre à des problématiques. Et parfois, c'est bien de revenir à « Ok, très bien, super cette idée, c'est vrai que c'est top ». Et en même temps, quel problème résout cette idée exactement? Pour prioriser, quels sont les deadlines que l'on se fixe pour chaque fonctionnalité avant de construire notre roadmap? Bon, ça c'est les questions qu'on n'aime pas trop en général. Parmi ces deux questions, quelle est selon vous celle qui fonctionne le mieux pour prioriser? Quelle fonctionnalité apporte le plus de valeur aux utilisateurs? La question A. OK. Et que va-t-il se passer si l'on ne développe pas cette fonctionnalité? Yes. Pourquoi selon vous? Comment? C'est vrai, tout à fait. Autre chose? On va hiérarchiser par effectivement impact négatif ou qui c'est qui en va en pâtir si on ne la développe pas cette fonctionnalité. Tout à fait. Effectivement. Oui. Exactement. Tout à fait. On est toujours dans les projections et a priori les projections ça marche dans un certain nombre de situations. La première question pour moi, c'est les questions relatives à, voilà, on est face à notre backlog et on veut essayer d'y mettre des business value et on n'arrive pas. Faire l'exercice de quelle est en termes de valeur utilisateur la plus importante par rapport aux autres, en essayant de suivre la règle du jeu de ne pas mettre 2 fois la même business value dans son backlog. Moi, j'ai toujours trouvé ça difficile. En revanche, si on me pose la question sous la forme, en prenant chaque fonctionnalité ou chaque besoin les uns après les autres, si ce besoin-là, on ne l'adresse pas, qu'est-ce qui va se passer? Qui c'est qui va en pâtir? Ou si cette fonctionnalité, on choisit de ne pas l'implémenter, qu'est-ce qui se passe? Donc on est plus effectivement dans une approche de réduction. Et voilà, selon moi, c'est plus facile de prioriser avec ce type d'approche, questionnement.
Maintenant, toujours pour prioriser, lequel de ces 3 problèmes, si résolus, facilite la résolution des 2 autres problèmes? Je pense que c'est la réponse A. Qui pense que c'est la réponse B? Ça, c'était juste pour voir si vous suiviez. J'aime bien aussi cette question, et ça s'adresse aussi par exemple à une to-do list. Vous avez votre to-do list, vous ne savez pas par quel bout la prendre. De se poser la question de quelle est parmi l'ensemble de mes actions à réaliser dans la journée, l'action qui, si je la résous, l'ensemble ou une partie des autres actions va être facilitée derrière. J'aime bien aussi ramener à une problématique. Par exemple, nous, chez Kinvet, on a 3 problématiques principales. Enfin, les kinés ont 3 problématiques principales, qui est le manque de motivation des patients à un certain stade de leur rééducation, qui est la difficulté à autonomiser les patients pendant leur rééducation, au-delà des 10 minutes ou des 15 minutes qu'ils vont passer avec eux, pour leur faire des exercices en autonomie derrière, soit dans le cabinet, soit chez eux. Et l'autonomie, la motivation, et j'ai un trou... ça me reviendra. Mais bon, donc par exemple, si on prend ces 2 problèmes, lequel des 2, si un des 2 est résolu, va faciliter le second? A priori, la motivation, en premier, va faciliter l'autonomie. Parce que s'il est plus motivé, forcément, il sera plus autonome derrière. Trouver un consensus. Bon, la question, sommes-nous d'accord? A priori, ça ne marche pas trop pour obtenir un consensus. Puis c'est une question oui ou non. Si on ne pouvait régler qu'un seul de ces problèmes, lequel choisirions-nous versus quel est le problème le plus important? Qui pense que c'est la réponse A? Ok, bon, c'est bon, je crois que vous avez compris maintenant. On est sur le même type de question. Et là, oui, il y a les 2 réponses A. Je me suis trompée. Et puis, dernière question pour le consensus sur les métriques. On adore poser des métriques. Quelle métrique souhaitons-nous suivre versus quelle est la mesure qui m'indiquera que c'est un succès? A priori, qui pense que c'est la réponse A? La réponse B? Ouais. Donc là aussi, quelle métrique souhaitons-nous suivre? Question très ouverte. Okay. Et par rapport à quelle fonctionnalité, quel besoin, okay, par quel bout on prend ce chantier des métriques. Okay. Versus, prenons une fonctionnalité ou un besoin et adressons la question, quelle est la mesure qui m'indiquera que cette fonctionnalité sera un succès, ou ce besoin, on remplira et ce sera un succès pour l'utilisateur. On va arriver à un sujet qui nous intéresse, je pense un peu tous, à la fois donc questionner ces développeurs ou ces ingénieurs lorsque l'on est côté produit, et même chose, questionner le produit lorsque l'on est côté technique. En changeant nos questions entre équipe technique et produit, on aboutit souvent à des situations plus agréables et aussi plus efficaces pour avancer. Donc on va imaginer que vous êtes dev côté technique, okay, et je suis côté produit, on va changer après. Là vous êtes dev, je suis côté produit. Si je vous pose la question, est-ce que vous pensez pouvoir tenir la deadline ou la date de release? Question agréable? Pas trop. Pas très agréable. Hein. Pourtant, on pose souvent cette question, on met souvent la pression sur les équipes tech, d'accord, quand on est au produit, en posant ce type de questions. Et puis, donc admettons, vous êtes l'équipe dev, donc je vous pose cette question, est-ce que vous pensez pouvoir tenir la date de release? Admettons que vous me dites non. Qu'est-ce que je suis tentée de poser comme question derrière? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous fait, la question? Pourquoi? Justification. Tout à fait. Ça vous met dans une posture de justification. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme question alternative? Quelle est la nouvelle date? Bien joué. On a le hacker. Est-ce que tu peux me livrer pour telle date? En changeant la date, tu veux dire, du coup? Ah, qu'est-ce que tu peux me livrer pour telle date? Ouais, effectivement, c'est une alternative.
Tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, exactement. Combien de temps penses-tu faire cette fonctionnalité? Tout à fait. Ah, j'aime bien ça. Quel moyen as-tu besoin pour tenir la date? C'est ça que tu nous as proposé. Là, je commence à être intéressée puisqu'on est dans une approche plus collaborative. Donc effectivement, moi j'aime bien aller sur l'approche sur une échelle de 1 à 10, quel est ton degré de confiance pour maintenir la date de release? Qui peut être une première question. Qu'est-ce que je peux avoir comme seconde question derrière? Donc admettons, vous me répondiez 6. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question juste derrière? Ouais. Comment faire augmenter? Ou qu'est-ce qui te manque pour aller, justement, donc, comme on vient de le dire devant, qu'est-ce qui te manque pour aller vers 7 ou vers 10? Qu'est-ce qui te manque pour aller vers 10 ou qu'est-ce qui te manque pour passer de 6 à 7? Ok. Bon, vous me répondez, il me manque la dernière mise à jour des maquettes sur la fonctionnalité d'export des bilans, et puis il me manque les tests, les 3 principaux tests finalisés. Ok. Qu'est-ce que je peux poser comme question derrière, en tant que produit, si vous êtes dev? Et c'était un peu l'idée que tu as soulevée. Comment je peux t'aider pour y arriver? Et là, on est dans une approche collaborative, plutôt que d'être un peu en tension. Donc, si on reprend les 2 questions, c'est quand même plus agréable d'arriver à comment je peux t'aider pour y parvenir que d'être dans une forme de pression. Ah, tu peux la date de release, non? Mais pourquoi? Autre question. Maintenant, inversons les rôles. Vous êtes côté produit. Okay, et on planifie ensemble la prochaine itération. On veut s'engager sur ce que l'on veut s'engager, sur ce que l'on met dans notre prochaine itération, dans notre prochaine release, avec l'équipe technique, pour décider ensemble. D'accord. Donc vous êtes produit, moi je suis tech, et je vous demande, c'est quoi la priorité dans le backlog? Question agréable? Tout est prioritaire. Est-ce qu'en étant côté produit, vous pensez que c'est agréable d'avoir ce type de questions? Ouais. On n'est pas forcément dans une approche collaborative quand on pose cette question. Versus ce type de question, par exemple. Quel est le prochain problème que l'on peut résoudre pour nos utilisateurs? Alors moi, les équipes dev qui me posent ces questions alors que je suis au produit, je ne les quitte pas. Hein. Parce que ça montre qu'on est dans une approche où on travaille ensemble pour satisfaire la valeur utilisateur. Maintenant, vous êtes toujours côté produit. Et moi, je suis lead dev. Okay, je vous demande, est-ce que la user story, est-ce que l'aspect, ça dépend comment vous travaillez, concernant l'export PDF du bilan est ready. Ready au sens definition of ready pour ceux qui connaissent, ou est-ce qu'elle est complète? Question agréable? Et puis moi, je sais en tant que lead dev que vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas pris le temps de la rédiger complètement. Est-ce que c'est agréable côté produit de... Comment? Qu'est-ce qui est totalement différent? Oui, bon, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Mais les questions oui ou non vont souvent dans cette direction. Donc effectivement, là, je suis un peu pervers, je sais. Donc je sais que j'aurais pu poser une question autrement que juste avoir une confirmation de oui.
Et une alternative pourrait être quelle hypothèse peut-on prendre pour avancer et avoir quelque chose quand même à montrer en démo, ou de fin d'itération, review, ou pour avoir quelque chose à tester auprès de nos utilisateurs concernant ce besoin. Donc là aussi, on est dans une approche plus collaborative. Questionner ses utilisateurs. Alors, la question qu'on a souvent dans les apps pour mettre des petites étoiles, mais aussi souvent dans des questionnaires et dans des interviews que je déteste. Conseillerez-vous mon produit? Alors moi, c'est vraiment pas les questions que j'ai envie de poser à mes utilisateurs, mais j'ai plus envie de poser des questions du type: pouvez-vous nous décrire votre dernière utilisation des produits Kinvent, par exemple? Parce qu'en posant une question qui, pareil, les projette dans des utilisations, je vais forcément apprendre plein de choses. Moi, qui me répondent s'ils sont prêts à conseiller ou pas. Puis du coup, je vais être tentée, encore une fois: ah bon, vous voulez pas les conseiller, mais pourquoi? Et je les mets aussi dans une posture de justification. Alors, comment apprendre à connaître mes utilisateurs? C'est une question que je me suis posée en arrivant chez Kinvent, et je n'ai pas su y répondre tout de suite, parce que je me suis demandé si j'allais les rencontrer sur le terrain, en situation, dans leur cabinet, lors de démos commerciales, puisqu'on a des commerciaux terrain, ou lors de salons, de formations, en animant des webinaires en ligne. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Sachant que donc, moi, mes kinés sont des professions libérales, qui souvent travaillent de 8h à 20h en continu. Donc ce n'est pas forcément évident d'avoir des créneaux avec eux en situation. Donc de cette première question, comment apprendre à connaître mes utilisateurs, sont arrivées un certain nombre d'autres questions. Déjà, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre de ces utilisateurs? Quelle place ils sont prêts à me donner? De quoi est-ce qu'ils auront toujours besoin dans 5 ans, dans 10 ans? Quel est le plus gros risque ou challenge auquel ils font face en ce moment? Et surtout, qu'est-ce que moi, en tant que responsable produit, je peux leur apporter? Parce que c'est bien gentil d'aller les rencontrer, de les voir en situation, mais comment est-ce qu'on peut être dans une approche donnant-donnant? Quelle est, selon vous, la première question que j'ai adressée? Ouais, exactement. Bravo. Quelle place mes utilisateurs peuvent-ils me donner? C'est la première question que j'ai adressée. Et c'est celle qui m'a amenée du coup à me questionner sur quelle valeur je peux apporter à mes utilisateurs. Comment est-ce que vous rencontrez vos utilisateurs, pour ceux qui les rencontrent? À travers sur le bureau? Ah, c'est top. Pourquoi tu travailles avec des utilisateurs sur place? Qui sont? D'accord, ok. Ça, c'est top. Oui. Product manager qui organise une interview? Une rencontre? Avec eux? Physiquement? Ou visio? Ouais, effectivement. D'autres propositions? Comment vous rencontrez vos utilisateurs? Ouais. Eh oui, effectivement. Mais c'est toujours un bon moyen, effectivement, de leur porter de l'attention et leur demander aussi un peu plus sur leurs besoins. Et ce problème, comment est-ce qu'il a émergé? Quelles étaient leur utilisation, leur scénario d'utilisation à ce moment-là? Tout à fait. Faire du problème une opportunité. Oui. Ouais, effectivement. Donc la review d'itération, pour ceux qui arrivent vraiment à en faire avec des utilisateurs, c'est quand même effectivement le meilleur endroit. Et effectivement, donc nous, on a la chance, par exemple, chez Kinvent, d'avoir 2 kinés en interne qui sont salariés à mi-temps et qui sont aussi libéraux à côté. Donc c'est très bien parce qu'ils assistent aux reviews d'itération. Ils peuvent nous donner directement leur feedback, leur point de vue sur ce que l'on déploie, puisqu'on fait en plus des démonstrations directement dans l'appli et avec les devices. Et moi, ce qui me manque, c'est de les avoir en situation. Donc des fois, c'est comment est-ce que vraiment je vais rencontrer mes utilisateurs en situation. Pour terminer, la dernière partie, poser des questions en one-on-one et en entretien qui vont permettre à chacun de se questionner différemment. Alors, une autre question que je me suis posée très vite chez Kinvent, c'est comment rencontrer et apprendre à connaître chacun en interne.
Je savais d'expérience que les personnes passionnées, ça me plaisait de les rencontrer. C'est le cas chez Kinvent, il y a beaucoup de gens passionnés par le sport, par nos produits. Donc j'ai décidé de faire des one-on-one avec chacun de 30 minutes pour apprendre à se connaître, découvrir un peu plus ce que chacun veut, soit de plus, soit de différent. Et puis aussi, moi, avoir des éléments sur qu'est-ce que je peux apporter en tant que product manager pour éviter de faire face à la question « par où je commence ?» qui est assez angoissante. Quand on arrive dans une start-up avec un département produit à créer et qu'il y a tout plein de départements qui se créent en même temps. Donc, je me suis lancée dans les one-on-one. Et au début, je demandais à la fin des one-on-one quelle devrait être la prochaine personne à rencontrer derrière. Donc, ce qui était intéressant aussi parce que ça donnait une certaine logique. Et voilà le déroulé de mes one-on-one réalisés. Sachant qu'on est 70, je n'ai pas encore terminé. J'en ai fait un paquet. Et c'est le déroulé auquel j'ai abouti. Qu'est-ce qui t'a mené là où tu en es aujourd'hui? Ça me permet pour chacun d'avoir les grandes étapes par lesquelles chacun est passé de son arrivée dans la société à aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant, surtout en interrogeant vraiment les différents profils, les différentes expertises. Qu'est-ce que tu veux de plus aujourd'hui? Donc là, je pose une question dans le présent. Avant d'aller sur une question où je projette dans le futur, donc pareil, par exemple à 1 an, avril 2024, quel est ton idéal en avril 2024? À quoi ressemble ton poste, ton quotidien? Et puis je reviens dans le présent, volontairement, pour questionner sur une échelle. Vous voyez que on retrouve les questions que je vous ai introduites précédemment. Sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu évalues le bon fonctionnement actuel dans ton département? Donc en général, voilà, assez rapidement, j'ai du 4, du 6, du 7. Et puis je pose la question, ok, tu m'as dit 6, maintenant, imagine-toi qu'à 2 mois, au mois de juin, on est passé de 6 à 7. Qu'est-ce qui, selon toi, a changé? Qu'est-ce qui rend évident qu'il y a eu un changement? Qu'est-ce que tu expérimentes différemment? Et là, il y a tout plein d'éléments intéressants qui ressortent. Le fait d'être passé par la question, qu'est-ce que tu veux de plus aujourd'hui? D'être passé par l'idéal et de revenir à, ok, maintenant, si on va juste sur le plus 1, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu expérimentes différemment? C'est vraiment très, très intéressant. J'en ai ressorti plein d'éléments percutants. Parfois, j'introduis, selon comment je le sens, la question, qu'est-ce qui pourrait limiter ce changement selon toi aujourd'hui? Et puis, je termine par comment je peux rendre ton quotidien meilleur en tant que product manager. Ce qui est pour moi un moyen d'introduire déjà le rôle de product manager qui n'est pas clair forcément pour tout le monde, d'en dire un petit peu plus sur son positionnement et aussi moi, qu'est-ce que je vois face à ce rôle. Et ça me permet directement pour moi d'avoir des éléments actionnables ou d'avoir une confirmation ou non des éléments que j'ai déjà commencé à mettre en place et de savoir comment est-ce qu'ils sont perçus en interne. Donc parfois, lorsqu'il y a besoin d'éclaircir, je fais ce petit schéma que je griffonne sur papier. Et puis, donc ça permet d'introduire aussi, moi, du coup, mon rôle et où est-ce que je veux aller et quelles sont les actions que je vois à mener dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et avant de terminer, vous vous doutez que je ne vais pas forcément vous demander si vous avez des questions. D'accord? Questions fermées déjà. Est-ce que vous avez des questions? Je ne veux pas non plus vous demander des questions. Par interrogation. Questions trop ouvertes. On va inverser les rôles. C'est vous qui êtes le speaker. D'accord? Considérez que vous êtes le speaker. Moi, je suis dans l'assistance. Quelles questions aimeriez-vous que je vous pose? Quelles questions aimeriez-vous que je vous pose? Alors, je vous laisse réfléchir. Pas besoin d'y répondre là tout de suite. Ce n'est pas forcément évident, mais réfléchissez-y. Mais j'ai introduit aussi cette question parce que vous pouvez très bien l'utiliser dans un entretien RH. Vous recrutez une personne, donc vous êtes dans le cadre d'un entretien, vous êtes le recruteur, vous avez votre potentiel recruté en face. Plutôt que de lui poser des questions sur son CV avec les éléments que vous avez, posez-lui la question,
question aimerais-tu que je te pose? Vous allez être assez surpris. Ça va vous donner des éléments très intéressants sur la manière dont votre potentiel recruté aborde ce que vous faites et ce que lui aussi il a comme valeur à apporter à votre organisation potentiellement. Un petit récapitulatif. Qu'est-ce qu'une bonne question parmi tout ce que l'on a abordé? Donc a priori c'est une question ouverte, mais pas trop, d'accord? Ça on l'a compris. C'est une question qu'on ne trouve pas forcément sur Google, sur ChatGPT, mais peut-être que demain on la trouvera. C'est une question qui ne doit pas, a priori, poser plus de 3 à 5 secondes pour y répondre. Si la personne en face met plus de 5 secondes, c'est que peut-être votre question elle est trop ouverte. C'est une question dans laquelle, idéalement, il n'y a pas ni de conseil, ni d'exemple, ni de suggestion. Sinon, vous induisez une réponse, vous induisez une forme de biais. C'est plutôt une question en comment ou en qu'est-ce que, versus une question en pourquoi. On l'a vu ? C'est une question qui part de votre curiosité, de la situation dans laquelle vous êtes ou de la personne que vous avez en face de vous, plutôt que d'un jugement. Donc si vous sentez que vous êtes plutôt dans un jugement, essayez de renverser ce ressenti, et c'est OK d'avoir des jugements, hein, on en a surtout. Mais essayez de renverser ce ressenti pour le faire passer sur un élément de curiosité, cette situation. Et c'est une question qui, idéalement, utilise la sémantique de la personne que vous avez en face. Mais pour ça, ça veut dire que vous ayez eu la possibilité d'écouter au préalable la personne parler en face et de voir un petit peu la sémantique qu'elle utilise. Et si derrière vous lui posez des questions en utilisant cette même sémantique, ce sera forcément plus percutant pour la personne et ses réponses seront plus percutantes pour vous. Et merci pour votre participation. Alors, quelles questions aimeriez-vous que je vous pose si vous étiez speaker? Ou si vous étiez dans le cadre d'un entretien RH, si on en discute un petit peu. Oui. Qu'est-ce que j'adore dans mon job actuellement? Le fait qu'il y ait tout à faire au niveau de la création des départements et au niveau du produit. C'est une start-up qui est passée de 10 personnes à 70 personnes en un peu plus d'1 an. Le fait que ce soit dans le monde du sport me fait retrouver, j'ai fait beaucoup de sport plus jeune, me fait retrouver ce côté passionné des sportifs. Et le fait que ce soit une boîte d'ingé hardware à la base et qu'il y ait plein de choses à faire en termes de UX, d'expérience utilisateur à améliorer. Merci. Ouais. Très bonne question. C'est beaucoup l'expérience. Donc j'ai bien sûr cherché de la littérature sur les questions. La littérature sur les questions, elle tourne beaucoup autour des questions autour en one-on-one, beaucoup autour du coaching, de comment poser des bonnes questions dans des situations un petit peu coach-coaché. Pas tant des questions pour poser à des groupes ou dans le cadre d'ateliers ou dans le cadre de relations entre une équipe produit et une équipe technique. Donc c'est à la fois des approches type par exemple solution focus, c'est comme une approche de questionnement qui est intéressant, que j'ai pas mal creusé. Et après c'est de l'expérience. Expérience à tester différentes choses et à toujours m'interroger de tiens, peut-être pas forcément la question qui percute le plus, comment est-ce que je peux la poser autrement? Merci. Yes. Je vous amène le micro. Le sujet du talk, c'était poser les bonnes questions au bon moment. Oui. On a beaucoup parlé de poser les bonnes questions. Du coup, comment est-ce que vous définiriez le bon moment pour les poser? Oui, c'est vrai que j'ai moins traité cette partie-là. Alors, quand je dis au bon moment, c'est beaucoup du ressenti. C'est-à-dire que quelle est la part d'écoute active pour justement entendre la sémantique utilisée et trouver ce moment où, tiens, cette question-là, qui me rend curieux de la personne, de la situation, c'est maintenant a priori que je la pose.
c'est dans ce sens-là que j'entends au bon moment. Donc, dans le cadre d'ateliers ou lorsqu'on travaille dans le cadre de sessions d'affinage, sprint planning par exemple avec des équipes, c'est voilà, comment je pose une première question, je laisse suffisamment échanger avant d'amener une question qui va aller vers du consensus ou vers un élément de priorisation. Ça, c'est beaucoup du ressenti. Mais effectivement, c'est vrai que je ne l'ai pas trop abordé. Merci. Merci. Dernière question. Osez pratiquer. Si vous avez envie de poser plus de questions, en one-on-one ou à la sortie, je reste par là. Si vous êtes curieux de plus de ce qu'on fait chez Kinvent, on recrute aussi un petit peu dans tous les départements puisqu'on grossit, n'hésitez pas. Et puis voilà, vous avez mes coordonnées. Et merci à vous pour l'interaction.